Nous sommes dimanche 3 février, bienvenue dans le 20h, voici les titres. Les émissaires burkinabés ont été reçus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Ils sont porteurs de messages de reconnaissance au gouvernement ivoirien après la prise en charge par la Côte d'Ivoire des victimes de l'accident survenu il y a plus d'une semaine sur l'axe Ouangolo-Burkina Faso. La Direction générale des impôts fixe ses objectifs de recettes pour l'année 2019. La DGI veut recouvrer plus de 2500 milliards de francs CFA cette année. La DGI est en séminaire à Yamoussoukro. Le directeur général des impôts et le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État prennent part à la rencontre. L'opération Grand Ménage se poursuit. La 24e édition a été lancée ce samedi à San Pedro, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Ouloto, soutenue par des membres du gouvernement, invite les populations à embellir leur cadre de vie pour leur bien-être. Enfin au Sénégal, la campagne de l'élection présidentielle du 24 février a démarré ce dimanche 3 février. Les 5 candidats dont le président sortant Macky Sall sont attendus dans l'axe stratégique Dakar, Thiès et Touba. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Burkina Faso exprime sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire après la prise en charge des victimes de l'accident survenu il y a plus d'une semaine sur l'axe Ouangolo-Burkina Faso. Accident qui a causé, je rappelle, 15 morts et plusieurs blessés. Une délégation burkinabé a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Le chef du gouvernement ivoirien et ses hôtes ont rendu hommage aux disparus. Ami Sissoko depuis Korogo. Une délégation officielle burkinabé reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce dimanche matin à sa résidence à Korogo. Elle est conduite par Paul Robert Tindri-Beogo, ministre burkinabé de l'intégration africaine et des burkinabés de l'extérieur. À ses côtés, le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Vincent Galbigo, ainsi que la directrice générale du Fonds de la solidarité nationale. Cette délégation est venue remercier les autorités ivoiriennes pour leur élan de solidarité et de compassion suite à l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 15 ressortissants burkinabés et occasionné de nombreux blessés. Un drame survenu le 26 janvier dernier à Kawara, une localité à mi-chemin entre Ouangolo-Dougou et la frontière du Burkina Faso, suite à une collision entre un minicar en partance pour le Burkina Faso et un camion de bétail en provenance de ce pays. Après les civilités, le chef du gouvernement et ses hôtes se sont rendus au cimetière municipal de Korogo pour se recueillir sur les tombes des disparus. Le président du Burkina Faso, son Excellence Rochma Christian Kabouré, a souhaité que nous puissions faire ce déplacement, d'abord pour constater ce qui s'est passé, ensuite pour encourager et soutenir la communauté burkinabé et surtout pour remercier et traduire toute la gratitude du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes, en premier lieu au président Alassane Ouattara. Étant présent chez lui ici et ayant appris notre présence, le Premier ministre n'a pas hésité à nous accompagner. Je pense que cela est un geste très fort qui nous réconforte et qui montre à quel point ces deux peuples-là, burkinabés et ivoiriens, sont unis. Sur les 15 victimes, 10 sont inhumées à Korogo et 5 à Féké. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui entretiennent justement d'excellentes relations sont liés par un traité d'amitié. Des accords ont été signés pour développer notamment l'autoroute Bouaké-Féké-Sédougou, frontière du Mali et du Burkina Faso. L'agence de gestion des routes vient d'initier une étude sur ce projet et les choses avancent bien. L'enjeu de la rencontre tenue à Abidjan est de déterminer le tracé de la dite autoroute. Les explications de Cheikh Koné. Le projet autoroutier Bouaké frontière Mali-Burkina Faso via Féké-Sédougou avance à grands pas. Sur un total de 3 études, 2 portant sur les études préliminaires et des recherches, ainsi que sur les aspects techniques d'avant-projet sommaire, ont été présentés lors de cette séance de restitution. 3 tracés ont été retenus pour la réalisation de ce projet. Il s'agit des tronçons Bouaké-Féké, 250 km, Féké-Burkina Faso, 80 km, et enfin Féké-Mali, 100 km, soit un linéaire total de 430 km. L'étape d'aujourd'hui, c'est pour arrêter un tracé.
Donc le bureau d'études a fait plusieurs variantes. Ces variantes vont être exposées, discutées par les techniciens et un rapport sera produit à l'attention des autorités. La troisième et dernière phase de cette étude portera sur l'avant-projet détaillé qui déterminera le tracé définitif de l'autoroute. Cette étape sera suivie de la préparation des dossiers d'appel d'offres. Ces études, d'un coût de plus de 1 milliard de francs CFA, sont conduites par un cabinet tunisien. Nous avons recommandé un tracé ou un couloir sur lequel on doit mener les études d'APS et la Géroute nous a confirmé son choix sur lequel nous avons fait les études d'APS que nous venons de présenter aujourd'hui. Nous finançons le tronçon Oualangoulou-Dougou, frontière Côte d'Ivoire, étant donné que le Mali a réalisé les études du tronçon Sikasso vers la frontière Côte d'Ivoire. De sorte que nous rentrons dans un maillage de réseau autoroutier régional. Ce projet d'autoroute est un maillon important de ce vaste schéma autoroutier que la Commission est en train de mettre en œuvre avec les États. Dans le cadre du financement de cette étude, qui s'inscrit dans la politique d'intégration et de mobilité sous-régionale, la Commission de l'UEMOA a investi plus de 10 milliards de francs CFA pour les 3 pays concernés par le projet, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Et nous restons sur les routes et c'est une femme qui nous conduit dans ce voyage. Son nom, Massata Cissé. Elle est chauffeur routier depuis près de 30 ans. Sa spécialité, les véhicules poids lourds. Elle sillonne les routes de la CEDEAO au volant de ses engins de 40 et 50 tonnes comme ses collègues hommes. Notre reporter Didier Nguessan l'a rencontré pour vous. Voyons comment se déroule la journée de cette femme et chauffeur routier, Massata Cissé, la femme qui dompte les poids lourds. Ambiance des jours ordinaires de travail dans cette usine de production de ciment située en zone industrielle de Ouagadougou. Parmi les hommes, Massata Cissé. Pour elle aussi, la journée commence. Elle se prépare à prendre son service en tant que conducteur routier. Elle est la seule femme à exercer ce métier dans toute l'Afrique de l'Ouest au volant de son poids lourd. 58 ans et près de 30 ans de métier à son actif. Bonjour la gars. Bonjour chef. Oui, ça va? Ça va bien. Chez vous? Ça va. Ok. Ouais, l'entretien et puis je pense que tout est fait prêt pour ton camion. D'accord. Donc je vous laisse à vérifier vous-même personnellement. D'accord. Et voir vos papiers aussi s'ils sont à jour. D'accord. Avant de prendre la route maintenant. Ok. Voilà. Merci chef. Pour le compte de son entreprise, Massata livre la matière première servant à fabriquer le ciment et redistribue le produit fini à travers l'Afrique de l'Ouest. Niger, Guinée, Nigeria ou Côte d'Ivoire, les routes de la sous-région n'ont plus de secret pour Mama Africa, comme on l'appelle ici à Ouaga. Ce matin, elle part pour le Togo avec 40 tonnes de chargement. J'ai fait Lomé-Ouaga. Ouaga-Lomé, ça fait à peu près 2000 km. Voilà, donc on prend au moins 45 km et 45 tonnes pour le clinker pour venir à Ouaga. La famille au début, ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas un métier femme, pourquoi moi je vais conduire. Bon, moi je dis que c'est un travail qui me plaît. Donc j'ai l'amour de ce travail-là, il faut que je fasse ça. J'ai commencé l'apprentissage avec un chauffeur qui s'appelle Traoré Sekou, paix à son âme. C'est avec lui que je suis allée le voir pour dire que Sekou, si tu peux m'aider pour que je sois chauffeur. Et son patron a dit si je peux faire apprentissage seul et il ne peut pas prendre quelqu'un pour m'aider. Je dis il n'y a pas de problème. Il dit qu'on ne paye pas aussi les apprentis. Est-ce que je peux supporter? J'ai dit oui. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je n'avais pas de complexe et puis je ne voyais pas la difficulté. 4 jours plus tard, notre routier rentre de Lomé. Africa, bonne arrivée. Merci. Quand on voit les jeunes filles qui viennent vers ce métier, bon, ce n'est pas le sexe qui travaille, c'est le courage et le cœur qui travaille. Quand on a le courage, il ne faut pas avoir peur parce que c'est un métier d'homme. Quand on a le courage, on fait avec. Avec 3 voyages par mois dans la sous-région, cette camionneuse parcourt en moyenne 150 000 km par an. C'est l'équivalent de 4 fois le tour du monde. De quoi inspirer la jeune génération. C'est un travail que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Et puis, elle, c'est notre tante
Depuis qu'on était des petites fillettes, elle est dans la conduite. Donc, c'est tout ça là qui m'a poussée à rentrer dedans. Dans quelques mois, Oumarou pourra elle aussi prendre les commandes de ce gros porteur. Comme l'apprenti chauffeur, cet autre routier est admiratif de sa collègue. On fait la route ensemble, bon, c'est très réconfortant. Normalement, nous, on se dit que c'est le travail des hommes. Mais maintenant, quand on voit une femme qui fait ce travail, alors on ne fait que l'encourager. Et puis bon, ça nous va droit au cœur. Sur le trajet, son camion a connu une panne qu'elle a pu régler avec l'aide de son apprenti. Pas de grosses frayeurs à signaler. De quoi ravi le gestionnaire du parc auto. Elle n'a pas assez de panne aussi sur son camion. Et je pense que l'utilisation d'un véhicule aussi comme c'est qu'elle a aussi, c'est ça. Faire des longs trajets et puis revenir sans beaucoup de défauts, c'est déjà encourageant. De retour de voyage, chaque camionneur doit rendre compte de sa mission à la hiérarchie. Alors, et le voyage? Ça va. Ça s'est bien passé? Merci. Pour Maman Africa, on n'a plus rien à dire. Elle a fait ses preuves dans notre société et vraiment, nous sommes contents de son travail. Simone de Beauvoir l'a dit, on n'est pas femme, on le devient. Et Maman Africa a choisi son métier. Elle est autonome. Après 5 jours de travail, Massata rentre à la maison pour un repos bien mérité. Malgré les longs voyages, j'ai une vie familiale. Et je suis avec un frère. Pendant les vacances, je suis avec mes petits-fils et c'est là que je suis heureux en ce moment quand ils viennent. Si vraiment les gens veulent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider à avoir des camions, je vais former les filles. Et les filles et les filles mères aussi. La journée s'achève. Massata Cissé reprendra le volant et la route dans une semaine avec la même passion. Voilà, Massata Cissé dit Maman Africa, la femme qui dompte les poids lourds, un sujet réalisé pour vous par Didier Nguessan. La Direction générale des impôts retrousse ses manches pour atteindre ses objectifs de recettes pour l'année 2019. La DGI recherche plus de 2500 milliards de francs CFA. Mais comment recouvrer cette somme importante? La DGI est en séminaire à Yamoussoukro. Le directeur général des impôts et le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État invitent tous les agents des impôts à plus d'ardeur au travail. Le reportage sur place de Cheikh Kouné. Décrypter et passer au peigne fin l'exercice fiscal 2018 pour mieux aborder celui de 2019, surtout qu'il est attendu 2513,4 milliards de la Direction générale des impôts. C'est tout le sens du séminaire bilan initié par Sié Ouattara, directeur général des impôts. Un bilan 2018 qui relève un gap de 23 milliards sur l'objectif fixé. Le bilan de l'exercice 2018, je dirais qu'il est mitigé. Mitigé en ce sens que l'objectif de mobilisation de recettes qui nous avait été assigné par le gouvernement s'établit à 2170 milliards. Au final, nous avons réalisé 2146 milliards, qui affiche donc un taux de réalisation de 99%. C'est pour cela que je disais que le résultat est mitigé, parce que l'objectif c'était de remplir le verre à 100%. Si le verre n'a pu être rempli à 100%, la Direction générale des impôts réalise tout de même une belle performance en franchissant pour la première fois le seuil mythique de 2000 milliards de recettes. Face à ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables de ces services disséminés à travers la Côte d'Ivoire, Sié Ouattara a réaffirmé l'engagement de son administration de se donner les moyens pour atteindre les objectifs de recettes de l'exercice fiscal 2019. L'objectif 2019, c'est 2513 milliards. Et notre ambition, c'est de réaliser ces 2513 milliards. Pour atteindre cet objectif, il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la politique de décentralisation, l'assainissement du fichier des contribuables, l'optimisation du contrôle fiscal et l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Tout cela ne sera possible, a rappelé le secrétaire d'État au budget, que si les agents font preuve de rigueur en tenant compte des ambitions du gouvernement. Compte tenu de nos ambitions, nous devons aller plus loin. Et plus loin, c'est réduire notre niveau de fragilité et faire en sorte que nous ayons une contribution à l'impôt qui soit beaucoup plus large et que nous ayons davantage de ressources pour financer le développement de notre pays. En attendant la mise en œuvre du programme de réforme fiscale en Côte d'Ivoire, l'administration fiscale a déjà entamé de nombreuses réalisations.
les paiements par portail e-impôt, les compensations de dettes et créances réciproques entre l'État et certains opérateurs économiques. Des défis restent aussi à relever dans le secteur agricole. La machine administrative agricole de Côte d'Ivoire a marqué une halte vendredi pour évaluer le parcours 2018 et fixer les objectifs de 2019. Les cultures de rente et vivriers ont connu une croissance de 8%. Il en est de même pour les revenus des producteurs qui est de 14%. Mais il faut continuer d'assurer la sécurité alimentaire et l'Union européenne va financer le programme à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Noël Niagno. L'administration agricole de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, a marqué ce jour du vendredi 1er février une halte. Objectif, passer au scanner l'année 2018 en visitant tous les champs, sans oublier ceux de la coopération internationale pour mieux sélectionner les semences de 2019 et faire les semis conséquents. Sur le tableau des évaluations des différents segments de l'administration agricole, signalons entre autres l'amélioration des capacités de mobilité des services déconcentrés et la réhabilitation de certaines directions. Avec un investissement d'un montant d'1,397 milliard de francs CFA, chaque directeur régional et pratiquement tous les DD disposent aujourd'hui de moyens de déplacement. Il en est de même au titre des constructions et des réhabilitations des directions déconcentrées, avec des travaux réalisés à hauteur de 2,308 milliards de francs et des marchés déjà engagés pour plus de 7 milliards de francs. Les producteurs récoltent les fruits des réformes avec des hausses de production et de revenus, grâce à la mise en œuvre réussie du PNIA, Programme national d'investissement agricole. Le taux de croissance annuel moyen des productions a été de 8%. Dans le PNIA 1, le document de simulation indiquait qu'il fallait un taux de croissance de 7,8% pour les cultures vivrières et de 6,2% pour les cultures de rente. Ça veut dire en clair que sur les 5 ans de mise en œuvre du PNIA, l'objectif qui était assigné de faire la croissance des productions agricoles a été complètement atteint et dépassé. Pour 2019, les organes des filières réformées feront l'objet d'attention particulière pour les rendre davantage performantes. Un des centres d'intérêt de cette année 2019, le programme consacré à la sécurité alimentaire grâce à un appui de l'Union européenne. Il permettra de mettre sur le marché une quantité additionnelle de 420 000 tonnes de produits frais et transformés de manioc. Il prévoit la réhabilitation de 300 hectares de périmètre irrigué pour 1500 ménages et l'installation de 19 serres de 510 mètres carrés sur l'ensemble du territoire national. Soulignons sur l'agenda 2019 la tenue du 3e salon de l'agriculture de l'Air Ouattara, avec pour thème l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture ivoirienne? L'opération Grand Ménage se poursuit sur l'ensemble du territoire. La 24e édition a été lancée ce samedi à San Pedro, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les populations à embellir leur cadre de vie. Pour le succès de l'opération, elle appelle tous les maires à prendre le relais sur le terrain en vue d'une meilleure sensibilisation des couches sociales. Sam Kona est notre correspondant à San Pedro. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité à San Pedro dans le cadre de l'opération Grand Ménage, qui est à sa 24e édition. Première étape, la voie qui part du rond-point de la cité au quartier Lac. Pelle en main, Anne-Désirée Ouloto donne le top départ de l'opération. Dans un nuage de poussière, les autorités de la ville, avec à leur tête le premier magistrat, Félix Anoblé, lui emboîtent le pas. Les militaires sont même de la partie. Le bitume, les caniveaux, tout est nettoyé. Malheureusement, les riverains et autres occupants du trottoir ne se sentent pas interpellés. Ils sont plutôt des spectateurs, ce que les autorités ne trouvent pas normal. Place donc à la sensibilisation. Le problème, c'est que nous, on a fait l'opération aujourd'hui. Vous nous regardez et je vous vois, vous êtes assises là-bas, vous nous regardez. Je pensais que vous auriez couru pour dire, Madame le ministre, laisse-moi balayer, c'est notre coin. Est-ce qu'on pourra faire la police après vous tous les jours? Si lundi matin, le maire ne vient pas vous dire, est-ce que vous allez balayer?
Comment se fait-il que devant la pharmacie, on retrouve plein de saleté? Ça veut donc dire que vous ne faites pas votre travail. Vous allez dire que c'est la mairie, c'est ça. Mais si devant chez vous c'est sale, ça veut dire que chez vous aussi c'est sale, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut vous organiser désormais. D'abord ça, ce n'est pas très bien de mettre du papier. Enlevez ça. On ne peut pas mettre un carton comme ça devant une pharmacie. Voilà. Nous avons décidé de balayer chaque matin et après avoir fini de vendre. Le soir, nous devons balayer pour rendre la Côte d'Ivoire très très propre. Je voudrais effectivement soutenir l'initiative du maire qui, depuis un moment, effectivement, sollicite tous les concitoyens à rendre cette ville propre et à leur inculquer effectivement une culture de propreté. Après le rond-point de la cité, cap sur le carrefour Mori, où tous les caniveaux sont bouchés par des déchets. L'opération ici consiste au curage de ces caniveaux. Le grand marché de la ville, comme troisième étape de l'opération Grand Ménage à San Pedro. Balai en main, la ministre Anne-Désirée Ouloto et le maire Félix Anoblé montrent l'exemple aux commerçants. Quatrième et dernière étape, la place Ado. Comme partout où elle est passée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé à l'installation du comité régional de coordination pour la salubrité et l'hygiène. Elle a remis par la même occasion du matériel d'entretien et de nettoyage ainsi que des diplômes. Anne-Désirée Ouloto se réjouit de la réussite de la 24e édition de l'opération Grand Ménage, même si la pluie s'en est mêlée vers la fin. Pour 2019, les choses ne seront plus comme par le passé. Désormais, il revient aux maires des communes d'initier et de convier le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à une opération Grand Ménage. Félix Anoblé, le maire de San Pedro, a offert un véhicule qui va nettoyer les rues. Il a annoncé un concours du quartier le plus propre. Objectif, faire de San Pedro la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Voilà, il faut donc assainir son environnement pour être en bonne santé. Parlons justement de santé, intéressons-nous à cette maladie appelée l'hémophilie, définie par les spécialistes comme un trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. Le sujet a été évoqué au magazine du dimanche dans le journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait pour invité le chef du service hématologie clinique du CHU de Yopougon, professeur Ibrahima Sanogo. Voyons un extrait de leur entretien. De façon simple, un hémophile, c'est un patient qui a des difficultés de coagulation. Donc, quand il va se blesser, le saignement va être prolongé. Et parfois, si la lésion est importante, le saignement est si important que sa vie peut être en danger. Alors, c'est une maladie du sang qui est transmise de façon héréditaire. Avant notre jumelage avec la Fédération mondiale, la prise en charge était assurée par les parents. Or, le facteur qui manque, c'est-à-dire le facteur 8 ou le facteur 9, était selon le type d'hémophilie. L'hémophilie est accessible, est disponible, mais difficilement accessible parce que vous avez le flacon de 500 unités qui fait 150 000 francs. Or, quand vous prenez un adolescent, par exemple, de 60 kilos, il lui faudra au moins 2 flacons s'il saigne. Par épisode. Par épisode. S'il saigne. C'est-à-dire à peu près 300 000 francs par épisode. Donc, vous voyez, et pour un adulte si vous prenez un adulte de 60 kg, c'est la même chose. 70 kg, vous voyez qu'on sera au-delà de 300 000. Donc, la prise en charge est onéreuse. Ça, c'était avant le jumelage. Avec le jumelage, M. Diaby, la Fédération mondiale a mis le facteur qui manque, que ce soit pour l'hémophilie A et l'hémophilie B, totalement gratuitement à la disposition des malades ivoiriens. Ça, c'est dans le cadre d'un jumelage. D'un jumelage. Mais qui tient dans un temps précis. Qui tient dans un temps précis et justement qui va finir en décembre 2019. Et à partir du 1er janvier 2020, les parents... Nous devons retourner à la phase les parents, qui a précédé le partenariat. C'est pour cela que je remerciais tout à l'heure mon ministre, monsieur le ministre, parce que monsieur le ministre nous a réservé un accueil, je vais dire en guillemets, chaleureux. La promptitude avec laquelle il a reçu l'équipe du service d'hématologie et il nous a promis de nous aider, à travers monsieur le directeur de cabinet, de nous aider à nous insérer dans un programme de prise en charge des maladies rares
qui va pouvoir soutenir justement la prise en charge des enfants atteints d'hémophilie. Dans le domaine de la défense, procession des véhicules blindés, balais aériens, d'hélicoptères de combat, l'aéroport de Bouaké a connu une grande animation cette semaine. Motif, les forces armées ivoiriennes se sont entraînées dans la zone aéroportière de la ville. Un exercice grandeur nature qui a engagé environ 300 soldats des unités spéciales. Le reportage d'Abou Sanogo. Nous sommes le mardi 29 janvier. Il est 6 h du matin. Quand 3 terroristes font irruption dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Bouaké. Sous la menace de leurs armes, ils prennent en otage la quinzaine de passagers en salle d'embarquement. Un discret coup de fil anonyme aux autorités sécuritaires déclenche le protocole en matière de lutte antiterroriste. Les 10 minutes qui suivent suffisent aux soldats de l'armée de terre pour constituer autour du périmètre une ceinture de 3 km. C'est le 3e cercle de sécurité. Puis 15 minutes plus tard, se met en place le 2e cercle constitué de la task force stationnée dans la ville de Bouaké. Le périmètre aéroportuaire est ainsi isolé et la zone sensible confinée. Le poste de commandement tactique de l'opération est mis en place 3 quarts d'heure plus tard. Ces dispositions permettent à la force leader d'entrer en scène. Il s'agit des opérateurs de forces spéciales ivoiriennes habilités à traiter ce type de crise. Venues d'une de leurs bases proches de la ville, elles ont une seule mission, mettre un terme au drame qui se joue à l'aéroport international de Bouaké. L'effet de surprise est total chez les terroristes. Ils sont identifiés et neutralisés. Les otages, au nombre desquels un parlementaire et un préfet sont conditionnés. Le bilan de l'assaut est un succès. 3 terroristes tués. 2 otages blessés, un binôme d'opérateurs de forces spéciales légèrement blessés. 2 hélicoptères Mi-24 surgissent alors dans les airs et effectuent des vols circulaires. Sur le tarmac sécurisé est attendu un aéronef pour l'exfiltration. Les autorités sont ainsi exfiltrées. L'aéronef qui a gardé le moteur en marche reprendra son vol dans un environnement sécurisé par les hélicoptères de combat qui surveillent l'aéroport et sa périphérie. Ceci n'est pas une attaque terroriste réelle, c'est une simulation. Au cours donc de cette manœuvre grandeur nature, tous les savoir-faire individuels et collectifs ont été revisités dans une synergie d'action et une vitesse d'exécution. Un de nos objectifs est de faire en sorte que chacun de nos collaborateurs ou subordonnés soit formé et bien formé pour son emploi. En Suisse, vous êtes sans ignorer que l'armée ivoirienne s'est dotée de nouveaux moyens de combat qui doivent nous permettre d'agir plus loin et plus vite. Pour ce faire, il nous faut créer une certaine interopérabilité avec tous les autres moyens. En ces temps de menaces multiformes, nous devons être capables d'avoir une réponse cohérente et dans des délais raisonnables sur toute l'étendue du territoire. La manœuvre militaire Antonov à Bouaké a engagé environ 300 soldats des unités spéciales pour affermir leur savoir-faire en matière de lutte antiterroriste. Voilà, je vous propose maintenant le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité à l'étranger cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Olivier Iriebi et Herman Divi. L'opposant camerounais Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire de la présidentielle d'octobre après être arrivé 2e derrière Paul Biya, a été arrêté lundi dernier à Douala, 2 jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le pouvoir en place. Les enquêteurs lui reprochent l'organisation de manifestations illégales dans plusieurs villes du Cameroun et l'accusent d'être l'instigateur de casse dans des ambassades camerounaises en Europe. Depuis son interpellation, Maurice Kamto n'a toujours pas été notifié ni de bon de garde à vue, ni de mandat de dépôt. Quelques 30 000 personnes ont fui depuis mardi dernier le nord-est du Nigeria pour échapper aux djihadistes du groupe Boko Haram. Ces hommes armés ont pris le contrôle de Ran, la ville nigériane située à la frontière avec le Cameroun. L'incursion violente a occasionné un mouvement de panique généralisé faisant des milliers de déplacés vers le Cameroun qui lutte également contre le groupe armé dans l'extrême nord de son territoire. Vague de violence dans le nord du Burkina Faso. La base militaire de Compiègne-Gare, située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Pamar, dans la région de l'Est, a fait l'objet d'une attaque à la roquette et à l'arme lourde mercredi soir par des individus armés non identifiés. Le bilan de cette attaque contre les forces de défense burkinabées a fait plusieurs blessés graves. 2 jours avant, 4 soldats ont trouvé la mort, 5 autres blessés à Nassumbu et 10 civils tués dans l'attaque de leur village dans la même région.
Le gouvernement britannique a annoncé jeudi dernier que les députés seront privés de vacances en février pour permettre l'adoption de la législation nécessaire à la mise en œuvre du Brexit. Les séances parlementaires seront également rallongées, ces dispositions selon la porte-parole de Theresa May, pour s'assurer que le 29 mars sera bien la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sur 13 lois adoptées avant le Brexit, 5 ont déjà été promulguées, 8 doivent être votées, les débats n'ont pas commencé pour certaines. La Belgique a accepté d'accueillir vendredi dernier l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la suite de son acquittement devant la Cour pénale internationale à La Haye. Dans le cadre de sa libération conditionnelle, l'ex-président ivoirien ne sera pas autorisé à quitter la Belgique dans l'attente d'un appel. Accusé de crimes contre l'humanité en lien avec les violences post-électorales de 2010 qui ont fait 3000 morts, il a été le premier ancien chef d'État à être jugé devant la Cour pénale internationale. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, de plus en plus contesté, a proposé hier samedi de convoquer des élections législatives anticipées dans le courant 2019, dans un discours prononcé devant des milliers de partisans, alors que les groupes d'opposition dirigés par Juan Guaidó ont défilé durant plusieurs heures dans l'est de la capitale pour exiger son départ. Le président autoproclamé a appelé ses partisans à ne pas relâcher la pression. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février prochain a débuté officiellement ce dimanche. 5 candidats en lice, le président sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Issa Sall, Madické Niang et Ousmane Sonko. Ils disposent jusqu'au 22 février, soit 2 jours avant le scrutin, pour convaincre les électeurs. Au jeu des transferts politiques, c'est pour le moment le président Macky Sall qui marque des points et renforce ainsi sa large coalition avec le ralliement de l'opposante Aïssata Tall Sall et El Hadji Diouf et bien d'autres soutiens. Voilà la fin de ce 20h que vous pourrez retrouver sur les www.rti.ci. À 23h, retrouvez Kolo Klubali pour les derniers journaux. Très belle soirée sur RTI 1.